Oui. Je vous propose de démarrer. Bonjour Monsieur Thiolin, merci d'avoir répondu à notre sollicitation, notre invitation à vous exprimer devant la commission d'enquête sénatoriale qui traite de la souveraineté numérique. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu public. Nous avons une forme à respecter, donc je vais rappeler les termes sur lesquels nous allons vous demander de vous prononcer. Donc pour la forme, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission, les grands mots, d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Donc je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie, Monsieur Thiolin. Vous avez été président du Conseil national du numérique de 2013 à 2016, c'est ça? Vous avez contribué à asseoir cet organisme consultatif dans le paysage institutionnel français, en inspirant notamment la loi pour une république numérique de 2015. Vous êtes désormais membre du Conseil économique, social et environnemental, et à ce titre, vous êtes le rapporteur d'un avis adopté le 13 mars dernier, qui est intitulé « Pour une politique de sécurité européenne du numérique ». De souveraineté, pardon. Il est vrai que la sécurité faisant partie du sujet de la souveraineté. Alors, c'est vrai que nous réfléchissons à la souveraineté, à son exercice, et on ne pense pas immédiatement, et comme c'est notre cas, on ne pense pas forcément immédiatement à la dimension européenne du sujet, mais plutôt au cadre national. Nous sommes donc heureux de pouvoir, avec vous, élargir notre approche. Dans votre avis, vous soulignez la dépendance économique de l'Union européenne vis-à-vis des géants américains et aussi chinois de l'Internet, qui est dépendance qui a des conséquences en termes de souveraineté. Car au-delà de l'économie et de la sécurité informatique, c'est l'état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux qui sont menacés à vos yeux. Pouvez-vous brièvement nous exposer, mais on va prendre le temps qu'il faut, les principaux constats que vous avez faits dans ce rapport? Et pour y remédier, vous dressez plusieurs pistes, comme le renforcement de la régulation des plateformes en Europe et le soutien à l'émergence d'un écosystème numérique conforme aux principes et aux valeurs de l'Union européenne. Je vous remercie d'expliciter vos propositions et nous allons vous écouter attentivement, après quoi nous échangerons. Je pense que mes collègues auront des questions à vous poser. En vous remerciant d'avance, Monsieur Thiolin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, ça fait près de 20 ans que j'ai la chance de travailler dans le numérique, en essayant, au fond, de pousser une vision politique, et j'ajouterai aujourd'hui géopolitique, du numérique. C'est-à-dire, finalement, d'essayer de démystifier la technologie dans ce qu'elle a d'apparence purement technologique, et d'essayer d'y déceler au contraire les enjeux politiques forts et qui, à mon avis, sont croissants, qu'elle a tendance parfois à masquer. Je vous dirais que dans ces 20 ans, la première décennie, pour des gens de ma catégorie, des geeks passionnés de politique, a surtout consisté à essayer de trancher la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire de l'époque, c'est-à-dire de faire prendre au sérieux à nos élites, quelles qu'elles soient, économiques, politiques, du sérieux, de l'importance, de l'inexorabilité, au fond, de ce que l'on n'appelait pas encore la transformation numérique du monde. C'est vrai qu'au début, on a d'abord voulu la minimiser, on a d'abord voulu la voir comme l'émergence d'un média de plus, coincé entre la télévision et la presse. On parlait du multimédia déjà, à l'époque d'ailleurs. Puis ensuite, voyant l'ampleur de cette transformation numérique se développer, on a voulu y voir l'émergence d'un secteur économique particulier. C'était l'époque de la première vague des startups, celle de la bulle des années 2000 et de ces résurrections qui ont suivi. Et je vous dirais, cette décennie s'est soldée évidemment, et en cela, on a été fortement aidé par la force des choses, par, d'une certaine manière, notre victoire intellectuelle, puisque cette querelle des anciens et des modernes est tranchée. Aujourd'hui, plus personne ne doute que la transformation numérique du monde est un des enjeux les plus considérables
auxquelles l'humanité doit faire face. Je vous dirais d'ailleurs, c'est une conviction profonde, que pour moi, elle est à situer au même niveau que la transition écologique. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être un des paradoxes de notre situation historique, que de se retrouver à un carrefour où nous avons à la fois à repenser totalement notre rapport à la nature avec la transition écologique, mais également à repenser complètement notre rapport à la culture, c'est-à-dire celle qui aujourd'hui est l'enjeu de la transformation numérique du monde. La décennie qui a suivi, celle des années 2010, nous l'avons surtout consacrée au fond à essayer de faire passer une idée plus subtile, non pas que le numérique était devenu important, ça c'était acquis, mais qu'il fallait davantage le penser, qu'il s'agissait au fond d'établir, de se donner les moyens d'avoir, de se doter d'une vraie stratégie sur ce qui était un des enjeux de transformation du monde les plus importants. Et pour cela, de le penser davantage et surtout de ne pas le regarder comme une espèce de succession d'inventions un peu fortuites qui nous tomberaient du ciel et que l'on aurait à adopter, vu leur importance et vu l'incroyable rapidité avec laquelle elles se diffusent, finalement de la regarder un peu bouche bée, comme un acquis sur lequel on ne peut pas peser. Cette décennie a été plus ou moins efficace dans nos combats pour essayer de faire passer cette idée, et encore une fois, de bien montrer que la révolution numérique n'était pas californienne, que ça n'était pas forcément à la Silicon Valley de penser la manière dont elle devait se structurer, et pour ça d'ailleurs, souvent on était amené à reprendre cette idée dans l'histoire de l'informatique, qui est encore récente, l'informatique a à peine 70 ans, et que l'évolution de l'informatique elle-même n'avait pas été linéaire et très continue. Le mot disruption, qui est un mot récent, en réalité aurait pu être utilisé dès la fin des années 60, puisque Internet, au fond, a été la première grande disruption, on pourrait dire la première révolution dans la révolution numérique, où des ingénieurs jeunes qui ont une vision politique des innovations technologiques qu'ils ont sous leurs yeux font le choix sur une vision qu'il faut démocratiser l'informatique, qu'il faut construire un réseau hyper égalitaire. Ils inventent à ce moment-là Internet, certes sur des budgets militaires américains, mais surtout, ce sont surtout des étudiants et des profs. Et ils vont inventer un réseau distribué, décentralisé, hyper égalitaire, ouvert, qui va être la future épine dorsale de la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui et dont nous mesurons en réalité les conséquences politiques à l'aune des choix d'architecture technique qui en réalité comportaient des choix politiques cachés dans ces architectures techniques. Et j'en reviens à mon point d'introduction. Il faut en permanence avoir cette double vue, ne pas regarder les technologies comme quelque chose de mystifié, de transcendant, mais au contraire d'essayer d'y décoder les lignes de clivage et les enjeux politiques qui s'y cachent et qui sont évidemment devenus aujourd'hui extrêmement structurants. Alors j'en viens à la question de la souveraineté. J'ai eu la chance, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'avoir présidé le Conseil national du numérique et d'avoir eu beaucoup de chance dans cette période-là, puisque nous avons produit pas moins, je crois, de 17 ou 18 rapports sur des sujets aussi vastes que la fiscalité du numérique, la neutralité du net, la loyauté des plateformes, la réforme de l'enseignement supérieur, l'enseignement du code à l'école, etc., etc. Y compris même d'ailleurs les changements sur le travail, le revenu universel. Enfin, toutes ces questions-là, on a eu la chance, en tout cas, de les aborder. Et du coup, mes conclusions devant cette commission reposeront tout autant d'ailleurs sur le dernier travail que j'ai eu la chance de diriger au Conseil économique, social et environnemental, mais aussi en fait de s'appuyer sur toutes les conclusions, dont un certain nombre d'entre elles d'ailleurs restent lettres mortes, ou en tout cas peuvent continuer à nourrir la réflexion sur les enjeux de souveraineté. Alors pourquoi en vient-on à parler aujourd'hui de souveraineté numérique, y compris qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne? Je crois qu'il faut faire un point et une analyse sur la manière dont la transformation numérique aujourd'hui, via notamment les plateformes, s'opère aujourd'hui dans notre pays et en Europe et dans le monde entier de manière générale. Et pour ça, de manière très concrète, je voudrais illustrer par une série d'exemples. Aujourd'hui, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont venus peut-être au Sénat en voiture, en vélo peut-être. En tout cas, il est vraisemblable que vous ayez utilisé un GPS. Peut-être Waze, peut-être Google Maps, peut-être Coyote, peu importe quel soit le logiciel que vous avez utilisé. Ce qui est certain en tout cas, c'est que vous l'avez utilisé et que non seulement il vous a donné le chemin pour venir ici, si vous ne le connaissiez pas, mais surtout si vous l'avez utilisé, parce que vous connaissez bien la route,
Il vous a surtout indiqué le chemin le plus court en fonction du trafic, en temps réel mesuré, pour venir ici le plus rapidement possible. Maintenant, imaginez, vous êtes sur l'autoroute de Normandie, vous allez sur la côte, une région que je connais bien, à Fécamp, et puis tout d'un coup, il y a un embouteillage à Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce que fait Waze, Google, Coyote ou autre? Ils vous disent, vous devriez sortir par la sortie numéro 9, faire 10-15 km, reprendre l'autre trait de l'autoroute. On est tous très heureux d'utiliser ce service. C'est super. Ça permet de réguler un peu le trafic, ça vous évite quelques embouteillages. Maintenant, imaginez que vous avez 20 000 voitures qui sont outillées du même dispositif et qui, du coup, vont sortir par la même sortie, traverser le même village. Village qui a une route qui n'a pas été pensée pour avoir un flux routier de cet ordre-là. Quelques centaines de voitures par jour, pas des milliers, et encore moins des camions. Qu'est-ce qui va se passer immanquablement? Vous allez avoir une route qui va s'user en quelques semaines, puisqu'elle n'avait pas été prévue pour gérer un flux autoroutier. Vous allez avoir des accidents d'enfants qui traversent la rue parce que rien n'avait été prévu pour gérer un tel flux routier. Vous allez avoir un phénomène de pollution qui va devenir vite très fort dans ce petit village. Et enfin, vous allez avoir de telles gênes, de tels problèmes dans ce petit village que, vraisemblablement, le coût du logement va s'effondrer, que les gens vont chercher à partir. Et donc, vous avez en fait là une politique d'aménagement du territoire qui est pensée, ou en tout cas maîtrisée, par une application, alors même qu'aucune puissance publique n'a pu gérer ce qui consiste en fait en la gestion d'une infrastructure immatérielle qui vient se surajouter aux infrastructures physiques matérielles qui sont les réseaux routiers et autoroutiers. Waze, Google Maps, Coyote n'ont pas investi dans une route, ne décident d'aucune signalisation routière. Et pourtant, ils ont aujourd'hui entre leurs mains une partie de la gestion de la mobilité des flux et des trafics routiers sur une partie de notre territoire. L'exemple que je viens de vous prendre sur la mobilité, je pourrais le décliner également sur l'organisation d'un plan local d'urbanisme. Vous pouvez, en tant que maire, gérer l'organisation de votre territoire, vous décidez de mettre plutôt des hôtels à cet endroit parce qu'il y a des musées, des monuments à visiter. Il y a un endroit où il y a plus de squares et de parcs, ce serait plus logique que ce soit plutôt des résidences. Tout ça, c'est accumulé par le fruit de l'histoire et de nos politiques d'aménagement du territoire. Et nous l'avons décidé, puisque nous sommes en démocratie depuis à peu près 2 siècles, collectivement, de manière démocratique. Et puis tout d'un coup, vous avez des plateformes qui commencent par apporter un service absolument prodigieux, qui est de dire, écoutez, quand vous avez une chambre qui est disponible parce que vous avez un de vos enfants qui est parti étudier ailleurs, ou que vous avez une vacance dans un de vos appartements, vous pouvez, pendant quelques jours, avoir recours à une plateforme comme Airbnb ou d'autres, pour pouvoir, d'une certaine manière, utiliser à d'autres fins ce bien qui est à vous, ou que vous louez. Sauf que, évidemment, la conséquence de tout ça, on le voit aujourd'hui, après plusieurs années d'usage, c'est que vous avez en fait des quartiers qui avaient été pensés plutôt pour des activités commerciales, d'autres qui étaient plutôt des activités résidentielles. Vous avez en fait un détricotage complet du plan local d'urbanisme qui s'opère. Pourtant, est-ce qu'il y a eu des pelleteuses? Est-ce qu'il y a eu un changement du PLU? Nullement. On a juste utilisé cette force incroyable que les plateformes numériques pourvoient aujourd'hui, et qui est d'ajouter une couche applicative et logicielle sur des infrastructures physiques, qui demandent d'ailleurs en général des années, des dizaines d'années d'investissement pour les construire. Vous arrivez juste au-dessus de ces infrastructures, et en ajoutant une couche de logiciels et d'applications qui offrent des services différents, vous en modifiez profondément l'usage. L'exemple que je vous ai pris dans la mobilité, que je vous ai pris dans l'organisation du territoire, au fond, on pourrait les multiplier à l'envi sur à peu près presque tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, on a tous conscience que la transformation numérique est un phénomène général de transformation de la société, de la politique, de l'économie. Aucun secteur économique n'est vraiment totalement épargné. Il se trouve juste qu'il y a des marchés qui sont un peu plus protégés, qui sont un peu plus faciles à investir, qui sont derrière parfois des barrières réglementaires, je pense à la santé ou à l'éducation ou la banque ou les assurances. Mais on sent bien quand même que les coups de butoir de la révolution numérique sur tous les secteurs, elle est engagée, et que cette marche aura du mal, en réalité, à s'arrêter. Prenons un autre exemple
qui montre à quel point on se retrouve aujourd'hui, et on a beaucoup montré dans notre avis d'ailleurs, la dépendance économique. On pense aujourd'hui qu'il y a en gros entre 1 et 2 millions d'entreprises européennes, millions d'entreprises, qui sont directement dépendantes de leur agrégation, de leur usage des grandes plateformes numériques, quelles que ce soit. Ça peut être pour la publicité en ligne qui leur apporte un trafic absolument considérable, pour ne pas dire quasi monopolistique, de leurs clients. Ça peut être tout simplement la plateforme de vente de leurs produits directs, etc., etc. Regardons par exemple le cas de Booking.com. Et c'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs la manière dont l'arrivée de ces plateformes a correspondu à une vague de profonde démocratisation et de soutien à l'innovation de l'économie. Booking.com a permis tout d'un coup à des tas de petits hôtels qui étaient perdus, qui avaient énormément de mal à communiquer, qui avaient des problèmes de marketing, d'accès au marché en réalité. Booking.com a été pour eux une aubaine incroyable. Tout d'un coup, ils étaient sur une plateforme qui pouvait avoir des millions de clients potentiels, et pour peu qu'ils aient un bon service à vendre et qu'il l'ait bien rendu, ils allaient du coup bénéficier d'un flux continu de clients. Ça, c'est la première phase. Le problème, c'est que dans la deuxième phase, vous êtes devenu tellement dépendant de ce flux de clients que vous apportent les plateformes, qu'au bout d'un moment, les plateformes fixent leur prix. Et d'une certaine manière, captent une part grandissante de la valeur ajoutée que vous déteniez jusque-là. L'exemple que je vous prends dans l'hôtellerie, on pourrait le multiplier. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des analyses économiques qui montrent qu'au fond, la tendance serait presque à ce que les comparateurs de prix ou les enchères des mots-clés ont comme conséquence d'absorber la substance de la valeur d'à peu près tout secteur économique, ne laissant finalement aux acteurs économiques que ce qu'il faut pour survivre, puisqu'ils vont se faire une guerre effrénée d'achat de mots-clés jusqu'à quasiment leur point mort. Et je pourrais évidemment multiplier encore les exemples et poursuivre dans un domaine très différent, sur celui de la politique ou des médias. Et là aussi, la première phase d'émergence du numérique et de cette puissance d'horizontalisation, de déverrouillage, au fond, de l'innovation, a permis, d'abord, dans un premier temps, à des dictateurs de tomber, en tout cas le numérique y a contribué, à un Obama de se faire élire, ou notre actuel président de la République. Ils savent ce qu'ils doivent à ces technologies d'organisation très décentralisées qui peuvent permettre de créer un parti politique en partant quasiment de zéro, de manière extrêmement rapide, de lever de l'argent tout autant rapidement, de pouvoir diffuser de l'information à des coûts absolument ridicules, et tout ça en un temps record. Mais dans la deuxième phase, on a aussi réfléchi et on a pris conscience que si ces technologies avaient eu comme première conséquence de faire élire un Obama et de le porter à la Maison-Blanche, elle avait probablement tout autant contribué, avec quelques effets pervers qui sont arrivés depuis, à élire son successeur. De la même manière, en parallèle de l'outillage des activistes du monde entier, qui avaient vu d'abord dans Internet un moyen de pouvoir tout simplement se doter de moyens de s'ériger, au fond, en acteurs de la société civile très puissants, de pouvoir s'auto-organiser et de sortir de ce dilemme du prisonnier qui fait que si vous êtes 10 à aller défiler sous les fenêtres de Moubarak, vous allez être emmené gentiment ou plutôt méchamment par la police, mais que si vous êtes 100 000, il va avoir du mal à vous mater. Et donc, les premiers effets, là aussi, sur les activistes, ont été extrêmement positifs. Mais on sait aujourd'hui que sans le numérique, Daesh n'aurait pas existé, n'aurait pas pu recruter des jeunes, n'aurait pas pu les bombarder, les manipuler d'informations, de propagande, et d'organiser leur flux vers l'État islamique. Tout ça pour dire, et on pourrait les multiplier, que, et il ne faut pas l'avoir, évidemment, le perdre de vue, la révolution numérique a évidemment été, et est toujours, un moyen absolument incroyable de démocratiser notre société, notre économie, de relancer l'innovation, d'injecter dans des tas de secteurs une saine concurrence où il n'y en avait plus, pensez aux taxis. Mais, restons sur l'exemple des taxis, après la phase où une injection de nouvelle concurrence permet à peu près à tous les acteurs, y compris d'ailleurs, au bout d'un moment, des acteurs les plus traditionnels, de monter en gamme et de rendre un service de meilleure qualité, une fois que cet effet d'innovation s'est généralisé,
Alors on regarde un peu plus dans le détail, restons sur l'affaire des taxis, elle est intéressante, surtout sous l'angle du droit social. Certes, vous trouvez un taxi plus facilement, certes, la qualité du service a considérablement augmenté, à peu près à tout point de vue, du paiement, à la qualité de l'accueil, etc. Mais en revanche, et ça, il faut bien le noter également, créer des emplois, souvent d'ailleurs dans des bassins qui en étaient assez éloignés. Mais en même temps, quand on regarde aujourd'hui l'extrême double dépendance de ce qu'on appelle des travailleurs indépendants, mais qui en réalité ne le sont vraiment pas du tout, puisqu'ils vivent une double subordination, d'abord de la part de ce qui n'est pas leur employeur, mais qui de fait l'est quand même un peu, et qui peut du jour au lendemain leur envoyer un message pour leur dire qu'on va baisser leur rétribution de 10 ou 15%, face auquel ils n'ont quasiment pas de voie de recours. Mais on l'oublie trop souvent. L'autre subordination, qui est celle de nous tous, lorsque nous en sommes les utilisateurs, nous les notons. Avez-vous jamais remarqué l'obséquiosité des chauffeurs de VTC? Elle vous a jamais choqué? Vous n'avez jamais trouvé qu'ils en faisaient un peu trop dans le bonjour monsieur, merci, vous voulez pas un verre d'eau, un petit mouchoir, je vous ouvre la porte? Vous croyez que c'est juste parce qu'il y a un plan de management qui a été bien diffusé par les VTC pour demander à leurs chauffeurs d'être très polis? Non. Absolument. Et pourquoi? Parce que si vous ne les notez pas avec leurs 5 étoiles, que leur mettez que 4 ou 3 ou pire, et que dans la journée ils en ont plusieurs comme ça, le lendemain ils sont virés. Et pourtant, le statut qu'on leur donne est celui de travailleurs indépendants. Rarement une situation économique a été frappée d'une telle dépendance, pris en tenaille dans une double subordination entre ce qui n'est pas leur employeur, mais qui l'est de fait, et leurs propres clients. Alors, je voudrais quand même rappeler, encore une fois, je ne cherche pas à donner une vision apocalyptique de tout ça. En revanche, je pense, non, parce que je reste convaincu que la vague de démocratisation que le numérique offre, que le cycle d'innovation sans précédent qu'il a ouvert, reste une chose absolument essentielle. En revanche, il faut qu'on y fasse des choix politiques. Il faut qu'on choisisse quel est le bon usage que nous voulons faire du numérique et quels sont les usages dont on ne veut plus, et les encadrer. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je déplore que l'on ne pense pas suffisamment cette vision, au fond, politique et géopolitique du numérique. Alors, les préconisations, elles sont, je dirais, de 4 ordres. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les outils de régulation dont on dispose, il y a un énorme angle mort, qui est celui de la compréhension complète et détaillée de ce qui se passe dans ces espèces de boîtes noires que sont les plateformes. Qui sait aujourd'hui réellement quel type de produits sont vendus après la saisie de quel type de mots-clés sur une plateforme de vente, et si tel type de produit est favorisé par rapport à tel autre, et pour quelle raison? Si vous voulez, aujourd'hui on est un petit peu comme si Bercy établissait des politiques macroéconomiques sans INSEE, ou uniquement par le jeu de ce que les tribunaux lui font remonter, en disant bah tiens, là on a saisi le tribunal parce qu'on pense qu'il y a un problème de droit à la concurrence ou une difficulté locale, et donc on établit notre politique sur ces quelques remontées qui sont des cas très litigieux. Mais en temps réel, est-on capable de connaître l'état réel de ce qui se passe dans ces plateformes? La réponse est non. Et donc je pense que la première chose, c'est de réarmer en fait la puissance publique, je pense plutôt au niveau européen. C'est-à-dire se doter d'une agence d'évaluation des plateformes, pas pour créer une commission de plus, une agence dans laquelle en réalité on ferait travailler des ingénieurs, comme on a fait travailler des statisticiens, des analystes, et qui sont en permanence capables, non pas de demander aux grandes plateformes leurs algorithmes, elles ne peuvent pas les donner structurellement, c'est assez compliqué. Si elles les donnaient et qu'elles les ouvraient au tout venant, immanquablement, les gens s'en serviraient pour tordre les résultats dans leur propre sens. Il est normal que les plateformes ne veuillent pas révéler ce qui est leur secret industriel, c'est-à-dire leurs algorithmes, qui d'ailleurs passent leur temps à s'adapter. En revanche, nous devrions être capables d'en mesurer en temps réel, en permanence, les conséquences.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui cette force de frappe, d'analyse? Elle n'existe pas. On le fait dans des cas litigieux, au moment d'une sanction. La Commission européenne instruit un dossier. Elle fait travailler ses juristes, qui eux-mêmes font travailler quelques ingénieurs. Mais encore une fois, ça se fait sur des cas litigieux. Alors qu'en réalité, ce pilotage en temps réel de ces algorithmes, cette observation, cette surveillance, on pourrait dire, de ces algorithmes, elle est absolument essentielle. Elle est aussi essentielle en réalité que la puissance que ces plateformes ont prise dans nos vies, dans tous les secteurs. Si on n'est pas capable d'en suivre l'évolution, alors ça veut dire, je vous ramène à mes premiers exemples, que les États vont continuer de gérer des infrastructures physiques, mais qui en réalité vont leur échapper de plus en plus, et leur impact en termes de politique publique vont être de moins en moins forts. Je pense qu'on peut légitimement se poser la question à 10 ou 20 ans que si on continue sur cette tendance, les puissances publiques vont se retrouver complètement désarmées. Elles le sont déjà beaucoup, mais elles peuvent encore réagir. Mais si on ne le fait pas, alors comment moi, demain, je pourrais peser pour faire évoluer un algorithme dans un sens ou dans un autre? Aujourd'hui, en tant que citoyen français et européen, j'ai un droit de vote qui me permet indirectement de vous élire, et vous allez peser sur la législation, vous allez donc réguler. Aujourd'hui, si je veux peser sur les algorithmes ou l'organisation d'une plateforme comme Facebook, Google, Amazon, Airbnb et demain les Chinois, comment puis-je le faire? Je n'en suis qu'un client, assez passif et assez atomisé. Alors peut-être que, et c'est une des pistes, si on n'arrive pas à mieux réarmer la puissance publique sur ces sujets, la seule piste alternative qui nous restera, ce sera de demander le droit de vote chez Google, Amazon, Facebook, et il y aura une vague de démocratisation des plateformes qui seront obligées d'écouter leurs utilisateurs parce qu'elles nous paraissent très puissantes, elles le sont, mais elles ont une très grande faiblesse. C'est que nous les constituons. Et nous, les Européens, sommes un tiers de leurs utilisateurs et probablement ceux où ils gagnent le plus d'argent. Vous avez en gros 1,5 milliard d'individus aujourd'hui qui sont des usagers de ces grandes plateformes. Et sur ces 1,5 milliard, il y en a un bon tiers qui sont des Européens. Donc la première chose, c'est réarmer, se doter d'ingénieurs qui soient capables d'être l'espèce d'INSEE dans le champ macroéconomique, porté dans le champ numérique. Bien sûr. Deuxième piste. Une fois qu'on la comprend, eh bien entendu, il faut réguler. Ce que l'Europe a réussi avec le RGPD est une très grande avancée. Et nous montre d'ailleurs, après les cris d'orfraie qu'elles ont poussés dans un premier temps, que les plateformes étaient tout à fait prêtes à négocier. Elles sont d'autant plus prêtes à négocier qu'encore une fois, on est leur plus grand marché. On est leur plus grand marché. L'Europe est le plus grand marché numérique au monde. Qu'on est probablement là où ils gagnent le plus d'argent et qu'en plus, les plateformes sont de plus en plus embarrassées par le pouvoir qu'elles ont gagné. Elles en ont presque aujourd'hui, elles en sont presque gênées, embarrassées. Oui, je le crois. Parce que je pense que quand vous gérez des flux routiers et que ça crée des accidents, quand indirectement vous vous rendez compte que vous avez pu contribuer à perturber une élection, je pense que tout d'un coup, et que ça se sait, je pense que tout d'un coup, en réalité, vous êtes assez gêné sur ce pouvoir que vous avez. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne régule pas. On discute avec Mark Zuckerberg ou d'autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais évidemment, j'entendais hier ou avant-hier, ou c'était la semaine dernière, que Mark Zuckerberg avait dit, j'ai même oublié le chiffre tellement il est vertigineux, mais dans tous les cas il l'est, qu'ils avaient retiré ces 6 derniers mois, je ne sais plus, je crois que c'est 150 millions, mais je pense que ce n'est pas 1 milliard, peu importe, de contenu haineux sur Facebook. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça veut dire que vous avez une plateforme, évidemment qu'on en est tous contents, qu'il y ait des millions et des millions de contenus haineux qui disparaissent, c'est mieux qu'ils restent présents. Mais je ne sais pas si vous imaginez juste la situation dans laquelle on est. Ça veut donc dire qu'il y a une plateforme qui, parce qu'il y a eu un peu d'interaction politique avec elle, dit tout d'un coup, ok, on a compris, on va donc modifier nos algorithmes et supprimer une partie pas négligeable. On parle de millions et de centaines de millions de contenus qui étaient sur notre plateforme. Dans le champ classique, c'est la loi 1881 qui devrait être saisie et qui devrait être appliquée. Et là,
c'est des changements d'algorithme ou de la disparition de contenu. Évidemment que ça n'est qu'une étape transitoire. Évidemment qu'il y a un moment donné, et il faut que ce moment arrive vite, où en fait, c'est la puissance publique, démocratiquement élue, qui va décider de ce qui doit rester, comment ce doit rester, quelles sont les procédures de rappel. On ne peut pas laisser les plateformes uniquement gérer ça avec des algorithmes. Donc le deuxième plan, c'est régulation. Et cette régulation qui doit se porter dans, je dirais, la porte ouverte, la brèche ouverte par le règlement, le GDPR, doit également se faire dans le champ des médias, dans le champ de la concurrence, de l'économie. Tout ça doit être mesuré et doit appeler à des régulations. Le troisième plan, c'est la réflexion. La troisième recommandation, c'est une recommandation stratégique. Je crois qu'on ne pense pas suffisamment le numérique en Europe. Je vous donne un exemple. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, les Américains ont vraiment réfléchi, comme ils savent, et j'admire énormément ce qu'ils font, le faire, en réunissant des académiques, des industriels, des militaires, des politiques, pour réfléchir à l'évolution de ce que seraient les instruments de la puissance au XXIe siècle. Et une de leurs conclusions, ça a été, ce seront les infrastructures immatérielles, numériques, qui seront les instruments de cette puissance. Et si vous regardez ensuite, toutes les politiques publiques qui ont été menées aux États-Unis ces 20 dernières années ont toutes tiré dans le même sens. Libéralisation du GPS, parce qu'ils avaient bien compris que ce serait l'épine dorsale du numérique mobile. Loi de défiscalisation de 98, qui ont permis de pouvoir être un avantage comparatif considérable, y compris en appauvrissant ses propres finances publiques aux États-Unis. On sait que ça leur coûte moins que nous. Et qui faisait en sorte que ces grandes entreprises du numérique allaient disposer de capacités d'investissement absolument hors normes. Et qu'elles utilisent toujours. Avec en plus cette particularité qui est aussi un avantage à notre désavantage d'une certaine manière, c'est que nous, nos acteurs économiques traditionnels, ils continuent de verser des dividendes à leurs actionnaires. Les grandes plateformes américaines n'en versent aucun. C'est d'autant plus de force de frappe d'investissement qu'elles continuent à utiliser. Alors, je pense qu'il faut effectivement que nous nous dotions de vrais choix géopolitiques en matière de numérique. Je crois que quand l'Europe, en 2000, a signé ce traité que je considère comme un traité inégal, au sens où les Chinois parlaient des traités inégaux du XIXe siècle, je pense au Safe Harbor, je pense que ce cas est intéressant parce qu'il montre à quel point, en 2000, les Américains pensaient déjà le Big Data de 2015, là où les Européens négociaient une contrepartie pour plus de ventes de voitures allemandes en Californie et un peu plus d'exportation de vin français. Et ça, c'est une asymétrie stratégique, parce qu'eux, ils le pensaient, et pas nous. On a lancé la stratégie de Lisbonne en même temps, et regardez 15 ou 20 ans après, 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la troisième chose, c'est se doter d'une vraie réflexion stratégique de la géopolitique du numérique. Et je crois qu'il nous faudra du coup trancher, et les débats qu'on a actuellement entre Google, Trump, Huawei, sont pour moi typiquement ce que nous devons réfléchir, et les choix géopolitiques du numérique que nous devons faire. Doit-on continuer de s'abriter sous le parapluie numérique américain, comme c'est le cas? Et il est évidemment plus attractif que le parapluie numérique que les Chinois pourraient nous dessiner. Mais il ne faut pas se leurrer, si je prends ces parallèles et cette analogie de vocabulaire, c'est bien parce que nous sommes dans une guerre froide, une nouvelle guerre froide, dans laquelle le numérique est un des éléments très forts de cette nouvelle guerre froide, et qui malheureusement, comme la précédente guerre froide, a comme terrain de jeu essentiel l'Europe. Alors certes, nous n'avons plus un mur de Berlin qui traverse l'Europe, mais nous avons une espèce de mur de Berlin numérique qui fait que nous sommes un peu les otages, parce que les États membres ne font pas les mêmes choix, et que nous pourrions être les otages technologiques de cette nouvelle guerre froide. Quatrième recommandation, je crois qu'il est temps, vraiment, de se doter d'une vraie politique industrielle. Alors je sais bien, quand on dit ça, au niveau européen, beaucoup d'Européens lèvent les yeux au ciel en disant c'est encore les Français qui pensent ça, et je voudrais essayer d'être très concret. Je crois que le plan Juncker allait dans une bonne direction. Il a mis un certain nombre d'argent sur la table, mais il faisait assez peu de choix stratégiques. Il n'en faisait même pas d'ailleurs. C'était plutôt on met de l'argent et à l'écosystème numérique et technologique et économique européen de se développer sur cette masse d'argent que l'on mettait à leur disposition. Je crois au contraire que là, il va falloir nous faire des choix. On peut tout à fait accepter qu'il y ait dans notre économie numérique des trous dans notre raquette. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde le nombre de licornes qu'on a en Europe, en fait, c'est plus des trous dans la raquette. C'est qu'on n'a pas de raquette numérique.
et qu'il va falloir s'en doter. Et que pour ça, il faut qu'on regarde quelles sont les infrastructures numériques essentielles dont on doit se doter. Je peux en passer en revue rapidement quelques-unes. Évidemment, le cloud. Et pour ça, il ne faut pas essayer de refaire ce que l'on a fait, qui a été un échec terrible il y a une dizaine d'années, qui a été de donner à des acteurs économiques dominants, bien insérés dans le tissu économique et politique et institutionnel, et qui ont capté des subventions énormes pour échouer en réalité à monter un champion, là où on avait par exemple un OVH qui, lui, aurait dû bénéficier de ce soutien, et qu'on a simplement empêché de se développer, puisqu'on a donné de l'argent à ses concurrents sans lui en donner à lui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire des choix beaucoup plus fléchés, et dire peut-être que le cloud, c'est OVH, plus un acteur allemand, hollandais. Sur la 5G, je pense qu'il y a aussi un élément stratégique essentiel. On ne peut pas laisser une infrastructure aussi clé, stratégique, souveraine, aux aléas, un, de la guerre froide économique entre les États-Unis et la Chine, mais deux, entre des technologies qui sont devenues essentielles et que nous ne maîtriserions pas. Peut-être est-ce le temps de se dire que Nokia et Ericsson, avec le reste de ce que Alcatel a été absorbé là-bas, pourraient, quitte à perdre 2 ou 3 ans, ce n'est pas un problème. On peut prendre 2 ou 3 ans dans la vue sur le déploiement de la 5G pour peu que ce soit notre 5G. Et finalement refaire ce que l'on a fait très bien, même si ça a été difficile, à l'époque, avec Galileo, et dont on voit aujourd'hui à quel point c'était un choix stratégique de géopolitique numérique, même si à l'époque, on n'en prononçait pas le terme. Ce qui a été annoncé dans l'Airbus des batteries, je crois, il y a quelques semaines, typiquement, c'est bien de le faire dans la batterie, mais il faudrait aussi le faire dans le champ de l'OS. Vous avez vu il y a quelques jours, ou le mois dernier plutôt, la faille de sécurité que WhatsApp a reconnue et corrigée immédiatement, mais qui faisait qu'en réalité derrière, c'était bien l'OS qui était en jeu. Je crois qu'on ne peut pas plus longtemps, a fortiori s'il y a une nouvelle guerre froide numérique entre la Chine et les États-Unis, ne pas disposer d'un operating system qui soit européen. C'est comme si vous voulez, on se disait qu'on n'avait ni char, ni bombe atomique, ni fusil, rien. On doit se doter de ces infrastructures. Et je pense que également dans le champ des ordinateurs quantiques, etc., on a des choix à faire. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on doit vraiment se doter d'une politique industrielle et que cette fois-ci, elle doit être fléchée et qu'elle doit soutenir des acteurs européens en faisant des choix politiques forts. Merci, monsieur Thielin. On va passer aux questions. Catherine Morin-Desailly. Oui. Ah, pardon, le rapporteur d'abord. Non, pas du tout. Non, mais c'est le rapporteur d'abord. Alors, le rapporteur aussi, si on va respecter les règles. D'abord, oui. Le rapporteur, il est tout à fait passionné par votre communication qui a le mérite d'une clarté et d'un accès formidable à travers ces exemples publics, précis et parlants. En revanche, me rappelle un peu cette formule que j'ai découverte il y a peu de temps. Lorsqu'il y a une invention dans le numérique, les Américains font du business, les Chinois la copient et les Européens la régulent. Et toute la question que je voulais vous poser, c'est au fond comment cette régulation peut être... Alors, il y a 2 obstacles de nature différente. Il y a l'obstacle européen de la décision, et vous l'avez évoqué, nous sommes un ensemble qui a des attitudes différentes vis-à-vis d'un certain nombre de sujets, et donc la décision, dégager une majorité, n'est pas un exercice facile. Mais surtout, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'État est en mesure, sauf en utilisant des moyens qui paraissent disproportionnés, de contraindre un citoyen de son pays à respecter une forme d'usage, à ignorer une plateforme et à adopter tel ou tel comportement. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup aimé l'état des lieux que vous avez effectué du nouveau monde dans lequel nous étions rentrés et que toute l'activité humaine, en somme, était concernée et que c'était irréversible. Ça, c'est un fait, bien sûr, acquis. L'exemple des VTC, des chauffeurs VTC qui sont soumis à contrôle.
Je trouve que c'est pas très démocratique en réalité. Vous avez l'air de chanter comment dirais-je, l'innovation qu'il y a formidable et au renouvellement finalement de notre économie à travers cela. Je trouve qu'on est entré dans ce qu'appelle Shoshana Zuboff le capitalisme de surveillance. C'est un monde finalement qui construit une forme d'esclavagisme, si je puis me permettre ces termes un petit peu fort. Donc j'y vois pas forcément toujours une notion de progrès. Je suis d'accord avec l'urgence à une politique industrielle européenne. En revanche, n'est-il pas un peu angélique de penser qu'une agence d'évaluation des plateformes serait particulièrement efficace et d'affirmer que, somme toute, les plateformes sont finalement pleines de bonne volonté, très gênées de ce qui leur arrive? Quand on voit le lobbying intensif qui a été fait pour que le RGPD finisse par être voté, Isabelle Capral-Perrotin, vous le direz, des années, des années, des années, qu'il y a encore des angles morts dans ce RGPD, faute du temps qu'il a mis à se construire et à s'appliquer. Quand on voit le lobbying effréné contre la directive droit d'auteur et droit voisin au niveau européen, et qu'on voit la difficulté en fait d'appliquer un certain nombre de règles. Quand on voit qu'un Zuckerberg savait dès 2014 que les Russes avaient infiltré le réseau Facebook et qu'il n'a rien fait. Donc on ne peut pas dire qu'il soit gêné de savoir ce qui leur arrive parce que d'abord il a menti devant le Congrès américain. Il savait bien que les Russes avaient infiltré, qu'il y avait des problèmes forcément et qu'il y allait avoir en réalité des dérives, notamment en matière de manipulation des opinions avec cette fameuse entreprise Cambridge Analytica. Donc je pense que la vision est quelque peu angélique. N'est-il pas temps de passer dans une ère nouvelle qui consiste vraiment à ce que les plateformes disposent d'un statut et qu'au niveau européen, il y ait une redevabilité, une responsabilité et qu'il faille réouvrir cette directive e-commerce et que l'ère d'essayer de former beaucoup d'ingénieurs qui vont courir après des ingénieurs toujours plus performants au sein des plateformes parce qu'elles ont toujours plus de moyens, n'est-elle pas finalement illusoire? Moi, je vous pose la question très directement et j'aimerais savoir aussi en savoir un peu plus sur les suggestions que vous faites sur la régulation. En effet, il faut rentrer dans l'ère de la régulation en matière de concurrence et en matière des médias. Merci. J'ai une question assez simple. Vous avez fait un parallèle tout à l'heure au début de vos propos entre la transformation climatique et la transformation numérique. Moi, j'y vois une différence assez notable, c'est la conscience collective. J'ai l'impression, en tout cas, qu'en Europe, la transformation climatique a été prise en compte par un grand nombre de nos concitoyens. Alors, je me demandais si les usagers d'aujourd'hui ont conscience d'être les acteurs de cette révolution numérique. Ont-ils même conscience de la présence de ces algorithmes dans leur vie quotidienne? Et cette révolution peut-elle prospérer encore longtemps sans leur approbation? Avant de vous redonner la parole, juste une question, une demande de précision par rapport à ce que vous avez dit de la connaissance des algorithmes. Quand vous avez parlé des plateformes, vous avez introduit votre propos en évoquant quelque part la connaissance des algorithmes. Quelle limite, et vous l'avez évoqué dans votre propos, quelle limite mettez-vous à la nécessité de porter à connaissance les algorithmes, leurs effets, par rapport au droit individuel? Vous avez la parole. Peut-on réellement réguler les plateformes au niveau européen? Je le crois profondément. Je ne dis pas que c'est simple. Ce sont des plateformes, d'abord, et vous l'avez très justement rappelé, ces plateformes, elles sont plébiscitées, adoptées, parfois adorées, par une grande partie de leurs usagers, de leurs utilisateurs. Et on peut le comprendre aussi. Elles ont changé une grande partie de notre vie. De nos relations amoureuses à ce que nous achetons, de l'information à la manière dont nous nous structurons politiquement. À peu près tous les pans de la vie sociale d'un individu aujourd'hui, à un moment donné ou à un autre, est intermédié par ce genre d'outils avec les plateformes qui sont derrière. Et s'ils le font, c'est que ça leur plaît. Donc oui, c'est vrai que c'est une difficulté. Et par ailleurs, c'est ça que je voulais rappeler tout à l'heure, il ne faut pas tuer cette innovation. Elle a été porteuse de beaucoup d'avancées. Mais en revanche, et on l'a mesuré là, et c'était plutôt le cœur de mon propos, elle comporte énormément de dérives.
Néanmoins, je pense qu'on dispose d'une force de frappe absolument considérable. Elle est considérable parce que, encore une fois, nous sommes 500 millions d'utilisateurs. Là où ces grandes plateformes génèrent le plus de leurs bénéfices et une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et le RGPD l'a montré, évidemment que quand ils peuvent essayer de l'empêcher, ils le font, mais à partir du moment où les 500 millions de leurs principaux clients s'organisent et leur imposent des règles, eh bien, ils les appliquent. Et même, après, ils vont même, quand ils ont d'autres problèmes dans leur propre pays, finissent par dire, écoutez, ce ne serait pas si mal que vous vous inspiriez de ce qu'ont fait les Européens. C'est là où je veux dire que ces plateformes sont presque un peu gênées. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont de bonne volonté ou pas. D'ailleurs, je pense qu'elles n'ont pas de morale, ce n'est pas leur objectif. Mais en revanche, je pense qu'elles ont senti quand même le vent tourner. Et parfois, le vent du boulet passait pas très loin. Alors, elles sont dans une situation, toutes ces plateformes, de manière assez inégale. Je pense qu'une plateforme, pour les citer, je me suis fait beaucoup d'ennemis aujourd'hui, je vais continuer. Je pense qu'une plateforme comme Facebook, par exemple, est dans une situation beaucoup plus difficile que beaucoup d'autres. Pour des raisons différentes. Mais on peut les égrener, elles sont intéressantes à regarder. D'abord, Facebook est sur un pan d'activité numérique assez limité. Le réseau social, pour l'essentiel. Avec un certain nombre de choses autour, un peu de commerce, mais pour l'essentiel, ça reste ça. Deuxièmement, et même s'ils ont racheté ensuite WhatsApp, Instagram, ça reste quand même lié à l'univers des médias sociaux. Ça veut dire qu'ils sont identifiés pour un type d'activité, et pas beaucoup d'autres, et qu'ils n'en ont pas beaucoup d'autres sur lesquels ils se diversifient. Ils ont sûrement plein en soute, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit émerger. C'est une faiblesse. Deuxième faiblesse, vous avez des enfants, j'imagine, ou des petits-enfants, pour un certain nombre d'entre vous. Ils sont sur Facebook? Oui, bien sûr, ils sont sur Facebook, ils ont un compte. Ils l'utilisent beaucoup? Non, ils ne l'utilisent pas. Ils ont un compte pour répondre à leurs parents ou à leurs grands-parents. Mais la réalité, c'est qu'eux ont déjà basculé sur d'autres plateformes. Alors, évidemment, ça ne fragilise pas totalement Facebook, puisqu'il y a encore la frange des quarantenaires jusqu'à 60 ans et plus, qui, elle, reste assez sur Facebook et un peu plus utilisatrice. Mais quand même, ça vous fait perdre de la superbe. Vous n'êtes plus dans croissance comme vous l'étiez dans les années 2000. Vous êtes quand même, sinon sur un palier, parce que vous continuez d'engranger des pans entiers de la population du monde, mais quand même une situation un peu différente. Troisième caractéristique, vous avez incarné votre entreprise dans une personnalité hyper publique, quasi politique, qui est Mark Zuckerberg. Ça a été une force à un moment donné, c'est devenu une faiblesse. En plus, comme il n'a pas changé, on lui ressort les propos qu'il a pu tenir il y a quelques années, qui n'étaient pas tous des propos heureux, souvent qui d'ailleurs le mettent aujourd'hui dans une position un peu difficile. Tout ça, en fait, ça caractérise quand même un certain nombre de faiblesses. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise comme Facebook traverse une zone de turbulence assez importante, et c'est pas pour rien que c'est probablement un de ceux qui a le plus fini par renverser sa cutie et a finalement trouvé que le RGPD, c'était pas si mal, il l'a plaidé aux États-Unis, c'était pas si mal et que réguler en soi n'était pas une mauvaise chose. Ensuite, évidemment, à chaque fois que vous irez vers lui et vers eux pour réguler, ils vont pas trouver ça, ils vont pas prendre ça pour une partie de plaisir. Mais c'est juste pour dire qu'ils sont amenés à la table des négociations et que le rapport de force, sinon c'est inversé, en tout cas n'est plus tout à fait celui qu'il était il y a encore quelques années. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Je crois que quand on est un marché qui arrive à se structurer dans ses utilisateurs et qui pose ces conditions, quand en plus se multiplient les cas litigieux et énormément problématiques, je crois que ça les amène à la table des négociations et que ce qu'on a fait dans le champ de la protection des données personnelles doit être poursuivi sur les plateformes de vente en ligne, sur la manière dont on traite les écosystèmes d'entreprises qui sont totalement dépendantes. Et là aussi, on doit se pencher là-dessus. Alors j'ai répondu à votre première question. Sur la deuxième série de questions, alors je ne crois pas du tout être angélique, j'ai même parfois un peu l'impression là d'avoir dressé un tableau un peu trop apocalyptique, mais parce que c'est le propos de la question que vous soulevez, qui est celle de la souveraineté. Je pense que si on s'est rejoint d'ailleurs dans votre dénomination comme dans la mienne, c'est aussi parce que, pour reprendre l'excellent titre très prémonitoire de la sénatrice Morin-Desailly il y a quelques années, parce que je crois qu'aujourd'hui, notre destin, ce sera sinon de devenir une colonie dépendante, et que l'on est dans un système et une tendance qui pourrait nous amener à ça. Donc je ne crois pas être angélique. Je ne néglige pas la valeur apportée par les plateformes et l'innovation qu'elles continuent de diffuser. Mais en revanche, je pense qu'il faut évidemment mettre des holà très puissants aux dérives qu'elles font. Oui, je pense que l'activisme, qui m'a choqué, je vous le dis très sincèrement, l'activisme que des plateformes qui ont utilisé leur force de frappe médiatique pour faire leur propre propagande de leur opposition à la directive, à la réforme sur la directive du droit d'auteur, oui,
cet usage à des fins de propagande par les plateformes, de leur propre plateforme, moi, m'a profondément choqué. Ça m'a profondément choqué parce que ça questionne fondamentalement la structuration du débat démocratique en Europe. Et que si on a des députés européens qui sont soutenus, d'autres qui poussent la directive, qui sont discriminés, ou en tout cas qui sont moins soutenus, et que vous avez des messages qui sont diffusés fortement sur les plateformes pour contrer cette directive qui est en état de discussion démocratique au sein de notre continent, oui, je pense que ça pose une question fondamentale, et ça n'a pas été, pour moi d'ailleurs à titre personnel, un des derniers arguments qui m'a fait basculer, parce que sur ces questions de droit d'auteur, j'ai pu par le passé avoir des positions plus nuancées, mais j'avoue que quand j'ai vu encore plus cet activisme se déployer, ça a achevé de me faire basculer sur le fait que je crois qu'il fallait aussi, effectivement, que l'on régule fortement et qu'on adapte le droit d'auteur à l'heure des plateformes. Je ne crois pas non plus d'ailleurs être complètement naïf sur la position d'Uber. Je pense qu'ils ont dynamisé un secteur, je pense qu'ils y ont apporté l'innovation, mais je pense aujourd'hui que les questions sociales qu'ils soulèvent, eux et d'ailleurs, pour être très franc, beaucoup d'autres, est un sujet et qu'il va falloir s'en saisir. Alors sur l'agence des plateformes, il ne s'agit pas de s'amuser à essayer de mesurer des choses pour les mesurer. Je ne sais pas comment vous régulez un secteur que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir dire si oui ou non il y a de la distorsion de concurrence sur tel ou tel type de produit sur une plateforme de vente en ligne? Ce n'est pas mesuré en temps réel. Alors que pourtant, dans le champ des marchés financiers, c'est fait en temps réel. Aujourd'hui, l'AMF suit au quotidien les variations suspectes avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, en permanence. Et je peux vous assurer que si vous vous mettez à acheter une action alors que vous êtes proche de telle personne et que vous avez eu accès à telle information, et qu'on détecte des variations suspectes dans le cours de la bourse d'une action, eh bien, il va y avoir un déclenchement immédiat d'une enquête. Est-ce que ce que je vous ai décrit existe aujourd'hui dans le champ des algorithmes, des plateformes dont nous parlons aujourd'hui? La réponse est non. Donc ce n'est pas mettre des ingénieurs pour s'amuser à suivre, à essayer de comprendre. Non, c'est être capable de disposer des instruments de mesure pour en permanence savoir ce que font ces algorithmes dans des champs qui sont d'ailleurs très différents. Est-ce que dans le champ des médias, tel ou tel type d'information se diffuse de manière suspecte ou pas? Le sait-on? Aujourd'hui, on est obligé en réalité d'attendre qu'il y ait des dérives et des sanctions. Quelquefois, c'est des sanctions politiques qui nous disent « mais c'est quand même étrange, il y a eu énormément de fausses informations qui ont alimenté la dernière semaine de la campagne présidentielle américaine. Quelle étrangeté !» Et on s'en rend compte 3 mois plus tard. Et on déclenche une commission d'enquête 6 mois plus tard, qui rend ses avis 2 ans plus tard. Mais c'est ça qu'il faut absolument régler. On doit en permanence, et c'est valable dans le champ médiatique, c'est valable dans le champ du débat public et politique et électoral, c'est le cas dans le champ des échanges et des activités économiques, on doit être capable de mesurer cela. Je vous donne un autre exemple concret. Vous me remerciez tout à l'heure d'essayer d'en prendre. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que EDF, qui disposait, toujours en partie sur le réseau, d'un monopole naturel. Imaginez que EDF, tout d'un coup, décide de changer son voltage, qui passe de 220 à 400. Imaginez. Vous êtes un chef d'entreprise, vous avez reçu un mail le matin en arrivant à l'usine, mais vous ne l'avez pas regardé. EDF vous prévenait qu'ils viennent de changer, ils viennent de passer de 220 à 500 volts. Vous allumez vos machines, qu'est-ce qui se passe? Elles brûlent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez regarder votre mail, EDF vous avez prévenu ce matin qu'ils venaient de changer leur voltage. Vous regardez par la fenêtre de votre usine et vous voyez que juste en face, il y a une nouvelle usine qui vient de se construire et qui produit exactement, avec des machines identiques, les mêmes produits que vous. Cette situation cauchemardesque d'un point de vue économique et des équilibres et du droit de la concurrence vous paraît complètement impossible dans le secteur de l'économie traditionnelle tel qu'il est organisé, structuré chez nous. Ce que je viens de vous décrire aujourd'hui est quelque chose qui est possible, sinon le quotidien, de l'organisation numérique de nos activités économiques. Combien de plateformes ont modifié leurs API, c'est-à-dire leurs flux d'informations, qui sont des flux nerveux vitaux pour les activités économiques? Combien en ont changé du jour au lendemain sans prévenir les petites entreprises qui se connectaient sur elles et qui en dépendaient vitalement? Combien sont mortes du jour au lendemain? Est-on capable de mesurer ça? Est-on capable d'évaluer la stabilité des API d'une entreprise qui, en fait, par la stabilité ou l'instabilité de son API, dispose d'un droit de vie et de mort
sur un écosystème d'applications et donc d'entreprises. Est-ce qu'on est capable de mesurer cette stabilité, de la noter, de dire attention, vous ne devriez pas aller vous connecter à tel type de plateforme parce qu'on sait que récemment, elle a eu des comportements déloyaux et qu'elle s'est mal comportée. Je crois que les plateformes, et je réponds à votre question, Madame la sénatrice, je crois que oui, il faut revoir la directive e-commerce. Je crois que oui, mais bien sûr, je pense qu'il faut revoir le statut de ces entreprises. Ces entreprises ne sont pas des hébergeurs ou ne sont pas des éditeurs, elles sont en réalité une forme nouvelle et qu'il faut réfléchir à un statut différent pour ces plateformes qui puissent assortir de ce quasi-monopole naturel dont elles disposent de responsabilités importantes et aussi de cahiers des charges puissants. Quand vous concédez une autoroute à une entreprise, ils ont des cahiers des charges énormes. Quand vous laissez un service public s'organiser, il a des responsabilités vis-à-vis de ses usagers, qu'ils soient individuels ou d'entreprise, qui sont gigantesques. Aujourd'hui, à part le droit, on va dire, classique, il y a assez peu de responsabilité qui est assortie à cette place absolument essentielle qu'elles ont prise dans nos vies, dans notre économie, dans la société. Enfin, sur le lien transition écologique et transformation numérique. Vous avez entièrement raison. Je crois que autant les consciences se sont éveillées ces dernières années sur l'urgence du choc climatique qui vient, de la finitude du monde physique d'une certaine manière, autant sur les effets de la transformation numérique, je crois qu'on est très aveugle. Pas simplement dans une partie des élites, je pense que c'est malheureusement très partagé, et que ça pose une question absolument essentielle. On a eu souvent d'ailleurs des difficultés, moi qui ai plusieurs fois, d'ailleurs dans cette assemblée, défendu l'inscription dans la loi de la protection de la neutralité du net. Quelle difficulté de faire comprendre, pas à vous, parfois, mais je dirais de manière générale, faire comprendre aux citoyens à quel point la neutralité du net, qui est le principe d'égalité plongé dans le réseau, était une notion essentielle. Il est très difficile de la vendre. Et je pense que cette question est d'autant plus importante qu'on a tendance à imaginer, à tort, que les migrants du numérique que nous sommes pas nés avec Internet, d'une certaine manière seraient dépassés en conscience, en éveil, par des digital natives qui, eux, parce qu'ils sont nés avec le numérique, le penseraient. Non, je pense que c'est presque l'inverse. Nous avons encore le décalage qui nous permet d'avoir connu un monde sans numérique et de pouvoir voir d'ailleurs c'était quoi la liberté d'expression, ses limites aussi, les difficultés techniques, les limites qu'elle nous donnait, mais aussi les responsabilités, etc. Alors que je pense que pour des gens qui ont d'une certaine manière grandi avec les médias sociaux, souvent d'ailleurs à tort et malheureusement dans un esprit faussement d'impunité, je pense qu'on a énormément de travail, de pédagogie et d'enseignement à faire. J'ai beaucoup plaidé à une époque, vous le savez, et ça a été plus ou moins intégré, pour qu'il y ait de l'éducation aux nouveaux médias, pour qu'il y ait de l'enseignement du code au sein des écoles, pas pour faire de nos enfants tous des développeurs ou des ingénieurs, même si je pense qu'on n'en produit pas suffisamment en France, mais tout simplement parce qu'il faut démystifier la technologie. Et que l'effet de boîte noire est absolument terrible. Ma grand-mère, ou mon arrière-grand-mère, même si elle n'était pas spécialiste de mécanique, elle avait eu les rudiments d'enseignement de la mécanique et de l'électricité qui fait que quand elle voyait une voiture passer, elle n'imaginait pas qu'elle était mue par l'opération du Saint-Esprit, mais qu'elle avait une vague base intellectuelle qui lui avait été enseignée pour expliquer ce que c'est que l'essence, pourquoi est-ce qu'il y a un moteur à combustion interne et ce que ça provoque. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui regardent ces objets-là comme une espèce de boîte noire, qu'ils ne pensent pas et qui les asservit, et qui en plus, et c'est un des gros enjeux, a un potentiel de manipulation, parce qu'il est très ciblé, qui est sans commune mesure avec le monde médiatique et marketing qu'on a connu jusque-là. Et donc, quelle réponse apportez-vous à ma question sur la question de la conscience, je pense qu'il faut vraiment l'enseigner. Et je pense qu'on doit, et c'était l'objet de mon propos introductif, je pense qu'il faut décoder les enjeux politiques qu'il y a dans la technologie. La technologie, elle n'est pas juste tombée du ciel californien, elle a des choix politiques et il y a plusieurs mondes numériques possibles. C'est à nous de choisir celui que l'on veut se construire démocratiquement. Ensuite, sur la question des algorithmes, j'y ai un peu répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce que je crois profondément, c'est qu'une grande partie de ces changements algorithmiques peuvent en réalité avoir des conséquences sur notre organisation sociale ou politique qui sont gigantesques. Je vous prends un exemple récent.
et qui, moi, me semble aberrant dans la manière dont il a évolué. On parlait de Facebook, décidément, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Facebook, comme vous le savez, a été beaucoup attaqué au lendemain de l'élection de Donald Trump pour avoir beaucoup trop favorisé à la fois l'ouverture de la plateforme, Cambridge Analytica, et la possibilité du coup d'acteurs extérieurs très facilement de pouvoir y atterrir et de pouvoir y diffuser massivement des informations. En gros, à l'époque, l'organisation des algorithmes de Facebook, c'est-à-dire la manière dont les informations sont poussées sur votre flux d'informations de Facebook, favorisait assez la diffusion globale. Et il lui a été beaucoup reproché ça. Conséquence, Mark Zuckerberg, peut-être pas tout seul avec ses ingénieurs, mais enfin quand même, lui, pas une régulation, pas une loi, pas un décret de la Maison-Blanche. Lui dit, bon, on va changer ça. Du coup, on va faire en sorte que les informations soient moins diffusées par nos algorithmes de manière très générale, avec une possibilité d'ouverture et du coup d'ingérence extérieure très forte, mais au contraire, on va plutôt favoriser les échanges locaux. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a des analyses très intéressantes qui montrent que c'est une des raisons, mais une raison quand même, de l'émergence et de la favorisation de l'émergence des Gilets jaunes. Il y a eu des études intéressantes là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'une partie de nos activités politiques et sociales, en fait, sont plus ou moins provoquées, plus ou moins favorisées, plus ou moins outillées, en fait, on pourrait le dire. Je ne dis pas que Facebook a fait l'élection de Trump, je ne dis pas que Facebook a fait les Gilets jaunes. Mais quand même, dans les deux cas, il est vraisemblable que ça n'a pas été sans conséquence. Le mesurer est très difficile, mais pas sans conséquence. Est-ce que, mesdames et messieurs les sénateurs, ces changements algorithmiques peuvent être laissés au bon vouloir d'une simple entreprise privée, quelle qu'elle soit, même si elle avait les meilleures intentions du monde, ce que, madame la sénatrice, vous n'êtes pas trop portée à croire, et je vous rejoins là-dessus. Exactement. Je pense c'est une folie que de continuer à laisser de tels pouvoirs au sein d'entreprises qui, évidemment, n'ont pas la responsabilité démocratique pour les utiliser. Ou alors, c'est la question que je posais tout à l'heure, il nous restera un jour demander le droit de vote dans ces plateformes pour peser sur leurs évolutions d'usage et d'algorithmes. Merci. Merci, Monsieur Télin, pour votre contribution à notre enquête. C'était très intéressant. On va poursuivre. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt peut-être. Nous n'avons pas épuisé le... Non.